Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de continuer à nous suivre sur Canal Algérie. Nous sommes en direct dans Décryptant pour à peu près une heure de débat et d'échange autour d'un thème d'actualité. Mais avant d'entamer cette émission, je voudrais dans un premier temps rendre un dernier hommage à un homme dont la vie fut un exemple de dévouement et de dévouement à la défense des causes justes. Il s'agit bien entendu de maître Gilles Devers, cet éminent avocat qui s'est éteint mardi dernier. Ce soir, nous avons décidé de lui rendre un dernier hommage, un vibrant hommage à son combat pendant de longues années. Un avocat qui, vous le savez, s'est illustré dans sa défense acharnée en faveur de la cause sahraoui, mais aussi en faveur de celle du peuple palestinien. Ce peuple n'a pas d'armée, mais il doit avoir une armée d'avocats. Ce sont d'ailleurs les derniers mots prononcés par maître Gilles Devers, et rien que pour ça, ce soir, nous nous recueillons à sa mémoire et nos pensées se tournent bien entendu vers sa famille et plus particulièrement son fils Manuel Devers. Place à présent au thème au cœur du débat ce soir. Nous allons revenir sur une affaire qui ne cesse de défrayer la chronique. Il s'agit de l'arrestation de l'écrivain polémique Boualem Sansal à Alger. Alors beaucoup a été dit sur son cas. L'affaire, vous le savez, passionne sur les deux rives de la Méditerranée, surtout en France, où son incarcération a depuis le début a été largement instrumentalisée. Les médias et une partie de la classe politique en France était vent debout pour s'attaquer à l'Algérie. Nous allons tenter de décrypter les raisons qui ont poussé à son incarcération d'un point de vue pénal, mais aussi en tenant compte des graves déclarations toutes récentes qu'il a tenues au sujet des frontières ouest de l'Algérie, considérées comme la provocation de trop de Boualem Sansal à l'égard de l'Algérie, ses symboles, mais aussi ses valeurs. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. D'abord sur le plateau, Amazit Bouchalfa, journaliste et historien. Bonsoir. Bonsoir. Kamel Mansari est également avec nous, directeur de publication du Jeune Indépendant, consultant de Canal Algérie. Bienvenue, Kamel Mansari. Bonsoir. Et depuis Constantine, nous sommes en duplex avec professeur Kamel Filali. Bonsoir, monsieur Filali. Bonsoir. Avocat, expert en droit international et droit humain. Et de Paris est avec nous Jacques-Marie Bourget, journaliste et écrivain. Bonsoir, monsieur Bourget. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous en Algérie. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat retour sur l'affaire Sansal et l'onde de choc que son incarcération à Alger a suscité, a provoqué en France, dans ce sujet, signé Walid Yousfi. Boualem Sansal, un écrivain algérien devenu une figure controversée à la croisée de la culture, de la politique et des agendas étrangers. Depuis son arrestation en Algérie, des médias et hommes politiques français organisent des levées de boucliers qui paraissent davantage liées à des considérations politiques qu'à une analyse approfondie des faits. En Algérie, toute atteinte à l'unité nationale est considérée comme un crime grave, quel que soit le statut de la personne mise en cause. Effectivement, on a affaire à des réactions épidermiques, voire irrationnelles, de cette réaction groupée entre l'extrême droite, la fachosphère française, les anciens de l'Algérie nostalgiques sur la situation de Boualem Sansal qui touche à la souveraineté algérienne, qui vient sans droit ni titre parler de la souveraineté algérienne, et pour ceci nous devrions nous excuser et l'État algérien devrait se sommer d'écouter l'ordre français. Non. On est dans un pays souverain, notre souveraineté est acquise depuis 1962, nous rappelons ceci. Boualem Sansal est aujourd'hui au cœur d'une polémique dépassant les frontières de la littérature. Cette affaire a également ravivé le débat autour de l'instrumentalisation des intellectuels, pointant du doigt des auteurs comme Kamel Daoud, également accusé par certains critiques d'avoir mis de côté l'éthique littéraire au profit d'intérêts personnels.
Le problème, c'est qu'on aime beaucoup la liberté d'expression à géométrie variable. Pour Sansal ou pour Daoud, qui n'hésitent pas à tirer au boulet rouge sur l'Algérie, et qui se vantent d'être des hommes libres et libérés de l'islam politique, d'une vision algérienne qui serait soi-disant trop passéiste et revancharde, eh bien ces gens-là jouent les intégrés, jouent les lumières, jouent les progressistes, acceptent de toutes sortes de compromissions jusqu'à l'antitétionniste. On a vu lui qui était en Palestine occupée pour aller voir le mur des lamentations et considérer que les Palestiniens sont peut-être pas les meilleurs. On entend beaucoup aussi dans la presse française comme quoi il a été arrêté pour raison de liberté d'expression. Bah non, pas du tout, parce que vous imaginez si par exemple une personnalité française ou un écrivain français aujourd'hui revendique par exemple que l'Alsace et Lorraine c'est un territoire armand, germain et que doit revenir à l'Allemagne, c'est impensable. L'Algérie, fidèle à ses principes, demeure opposée à toute forme d'ingérence, consolidant ainsi une souveraineté qui reste au cœur de son identité. Alors un véritable branle-bas qu'a suscité donc l'arrestation de Boualem Sansal, on l'a vu en France. Et aux dernières nouvelles, l'écrivain a été placé en détention après avoir été entendu par le parquet d'Alger. Il est accusé entre autres d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État, l'intégrité territoriale du pays. Peut-être pour commencer, monsieur professeur Filali, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la procédure et sur l'article 87 bis sur lequel s'appuie la justice algérienne pour le cas de Sansal? Merci pour la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement bien, allez-y. Et je commencerai par vous remercier le Canal Algérie pour son invitation. Je n'avancerai pas sans aussi prêter un hommage et mes condoléances à la famille de Maître Végès. Gilles Devers. Et à son fils surtout, comme vous venez de le mentionner. C'est vrai, cette question de cette affaire Boualem Sansal a suscité beaucoup de débats, surtout en France et peut-être aussi en Europe. Et moi, je réagis dans le sens du droit, dans le sens de l'état de droit, dans le sens du respect, puisque je crois que l'avocat constitué par la maison d'édition Gallimard pour défendre Boualem Sansal est attaché justement à des principes de l'état de droit et notamment au procès équitable. Alors, moi je commencerai par le premier point en disant que nous sommes un pays indépendant, un pays souverain. Oui. Dans la souveraineté, on trouve aussi la notion de loi, donc d'un droit positif algérien qui s'applique. Et en dehors de notre appréciation souveraine, je ne pense pas qu'il y ait de la place pour que d'autres, par exemple, viennent nous parler d'immunité pour certains, et parce qu'ils sont écrivains, parce qu'ils viennent d'acquérir une nationalité française. La nationalité n'attribue pas donc l'immunité pour les déplacements, pour les dépassements. Alors, j'ai parlé de la souveraineté, je parlerai aussi du fait que l'écrivain, dans ses déclarations, a un petit peu découpé l'Algérie et a octroyé à notre voisin de l'Ouest des territoires qui sont les nôtres et qui sont les nôtres depuis notre indépendance, des territoires pour lesquels nous avons combattu, pour lesquels nous avons perdu des chouhada, etc., et pour lesquels on a prêté serment pour les défendre de manière et ne jamais accepter justement qu'on vienne nous réclamer un morceau de territoire sur des bases historiques, parce que premièrement, ce n'est pas la vérité, et je crois que notre ami invité sur le plateau est historien et va en parler. On va justement revenir sur tous ces aspects, Kamal Filali, avec nos autres invités. Jacques-Marie Bourget,
on a compris, l'Algérie est attachée à sa souveraineté. Donc, comment vous percevez ce branle-bas qu'a suscité justement l'arrestation de Boualem Sansal à Alger? Je le perçois mal parce que pour moi, d'abord, c'est un écrivain médiocre. Il se trouve que ma femme est d'origine algérienne et elle vient de mourir, mais ça c'est un détail important, mais c'est douloureux. Et un jour, croyant bien faire, un de ses amis lui a dit, puisque tu es d'origine algérienne, je vais t'offrir un livre de Sansal. Et horrifié, au bout d'un moment, elle m'a dit, mais viens lire ce qu'on vient de m'offrir. Et j'ai lu les 10 premières pages, je ne sais plus ce que c'était ce livre, il y a 15 ans. C'était absolument, d'abord illisible au plan de la littérature et atroce au niveau du contenu. Donc, moi, j'en suis resté là sur le plan de l'œuvre de M. Sansal. Ce que je dis, c'est que pour moi, mettre un homme en prison, c'est toujours quelque chose de grave. Néanmoins, un écrivain ne jouit pas d'une immunité absolue dans tous les domaines. Ça s'est vu dans tous les pays du monde. En France, il y a un écrivain qui s'appelle Rissen, dont personne n'a entendu parler. Il a passé 7 mois en prison en France, dans l'indifférence générale. Évidemment, ses écrits, c'était du révisionnisme, du néonazisme, tout ce que je déteste. Mais enfin, c'était un écrivain, il publiait des livres, il a été 7 mois en prison et personne n'a fait la moindre pétition. Si vous permettez, ce tweet d'Hervé Rissen qui dit que la justice française l'a incarcéré pendant 7 mois en 2021 à cause de ses publications sur le régime sioniste. Il a justement encore un bracelet électronique. Il dit clairement que la France n'a pas de leçon à donner à l'Algérie sur la liberté d'expression. On est là dans des terrains extrêmement difficiles parce que vous avez d'un côté un néo-nazi et de l'autre côté Sansal qui est un fasciste. Donc c'est quand même très difficile de trier entre le l'ivraie et l'ivraie. Mais disons que la prison, moi je ne suis pas algérien, je ne connais pas bien la législation algérienne, je n'ai pas de jugement à porter en tant qu'ancien descendant du peuple colonisateur. Je constate simplement que les gens qui le défendent sont ébouriffants. J'ai un ami qui est académicien, on est jeudi, il sort de l'académie, il m'appelle, il me dit « Jacques Paris, c'est terrible, les académiciens, je suis désolé pour l'expression, mais dit ce sont des couilles molles. » Ah, je dis « Ah bon, pourquoi ?» Ils m'ont dit « Ils ont refusé de mettre Sansal à l'Académie française. » Je dis « Ils ont raison, d'abord c'est un mauvais écrivain. » Et ensuite... Et l'extrême droite aussi qui le soutient. On a vu la levée de bouclier de ces... mais sans avoir lu un mot de son œuvre, sans savoir ce qu'il fait, sans voir l'enjeu politique, parce que derrière tout ça, autant Daoud que Sansal, j'appelle ça des hommes de destruction massive. Moi, c'est des envoyés spéciaux. C'est pas de la littérature. Vous savez, avec des mots, on peut tuer. Alors, je dis pas que M. Sansal a tué avec des mots. C'est pas du tout mon propos. Oui. Mais les mots ne sont pas innocents. Alors, Kamal Mansari, il est important de préciser que Sansal n'a pas été incarcéré pour ses idées, puisque ses ouvrages sont... Pas pour ses publications. Pour ses publications, puisque ces ouvrages sont toujours disponibles en Algérie. Oui, ils n'ont jamais été interdits. En plus, ce qui vraiment... ce qu'on peut lui reprocher en tant que... D'abord, un intellectuel et par vocation est un humaniste. Donc forcément, il doit surtout faire preuve de réserve et de rationalité dans ses propos, quel que soit le sujet, etc. Mais lui, il s'est érigé en sorte de porte-flambeau d'un nouveau fascisme en France. Il fait partie de cette fachosphère qui est en France, qui est en train de faire en sorte à faire de l'Algérie ou de l'Algérien ou de l'immigration une menace. Donc il joue sur ce registre-là, il est client. Il est instrumentalisé à dessein, et lui aussi il fait partie, donc il joue le jeu, en sachant pertinemment que ça rapporte, qu'actuellement le discours anti-algérien, anti-musulman et anti-immigration est porteur en France, puisqu'il fait partie du socle électoral en France. Donc c'est ce qui explique ce soutien de l'extrême droite. Oui, bien sûr, parce que d'abord c'est sur ce chapitre-là, donc on voit aujourd'hui ceux qui le soutiennent sont proches
ou s'inscrivent ou pour les enregistrer dans la rubrique de l'extrême droite. Donc il est en train de nourrir ce discours-là de haine contre les migrations et contre les musulmans en France. Et tous ceux qui sont en train de dire, ceux qui font preuve de prudence, de rationalité, ceux qui sont en train de dire qu'il ne faut pas aller dans ce terrain-là, que les Algériens ou que ce soit les immigrés, les musulmans sont bien intégrés en France, qui font partie du paysage culturel français identitaire, ils sont accusés d'être des islamo-gauchistes. Donc on est en train de les... De wokistes. Oui, donc on les taxe de tous les noms. Oui. Donc lui, il est sur ce registre. Le deuxième registre sur lequel il joue, c'est celui du sionisme. Il est véritablement protégé par le CRIF, il est adoubé, il fait le discours, il est anti-palestinien, disons, toute cause qui fait porte atteinte à Israël ou au régime sioniste. Donc il est aussi sur ce registre-là. Il est sur deux registres. Et plus grave, bien sûr, pour revenir à votre question, oui, il remet en cause les frontières. Donc il va encore plus loin. Dans le titre de l'émission, la provocation de trop, elle est là. Oui. Donc tout le temps, quand il a tous ces discours, sur les plateaux de télévision, n'ont pas dérangé l'Algérie, mais lorsqu'on porte atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, là, ça devient autre chose. On n'est pas dans la provocation, on s'inscrit dans une démarche de vraiment destruction du pays. Quand je dis déstabilisation par rapport à un État, par rapport au Maroc. Le Maroc n'a jamais revendiqué ces territoires dont il fait part. Il dit que l'Algérie, à partir d'Oran, Mascara et Tlemcen, appartient au Maroc, alors que ce territoire-là a toujours été algérien avant même l'occupation. Pourquoi? Si on revient dans l'histoire, Mustafa Bouchlaram, qui était le Dey de l'Oranie, a combattu les Espagnols pour l'Algérie avant même l'apparition de la France. Donc il y a aussi les militants du nationaliste algérien, Messali El-Hadj de Tlemcen ou bien Emir Abdelkader, qui sont algériens, ils ont combattu pour ce territoire, pour leur pays en étant algériens, ils ne se sont jamais déclarés marocains. Donc on est là, et en plus il le dit à un moment où les relations algéro-marocaines sont très sensibles. Donc alors avant de revenir sur ces déclarations Kamel Bensari, qui ont justement poussé à son incarcération, parlons de cette provocation, le fait qu'il se présente en Algérie avec un passeport algérien, après avoir fait ces déclarations. Ben ça, c'est une attitude, on ne va pas discuter. Est-ce que cela n'a pas été préparé au préalable? Je ne sais pas s'il a été préparé au préalable. On ne peut pas entrer donc on n'est pas dans le complot. Mais nous, on juge d'abord sur le fait. Oui. Le fait, il est là en train de dire que l'Algérie, qui a une partie de territoire algérien, qui n'appartient pas à l'Algérie. Lui qui était déjà directeur général au ministère de l'Industrie, donc c'est un commis de l'État, chargé de la planification, donc il connaît le territoire. Il ne peut pas dire que hier c'était un territoire algérien, mais aujourd'hui, sachant qu'il y a une crise avec nous, entre l'Algérie et le Maroc, il joue sur ce terrain-là. Donc il va plus loin. Il joue le jeu de la déstabilisation qui arrange qui sont les véritables soutiens du Maroc, du Marzen plutôt. Oui. C'est l'extrême droite française, c'est elle qui a poussé Macron à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qui est innocent, il fait partie de cette stratégie, de cette propagande, et cette démarche qui non seulement nuit à l'Algérie en tant qu'État ou en tant que peuple, mais à son histoire, et en plus de ça, il joue le jeu d'un pyromane qui veut faire éclater une crise ou une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Donc on est vraiment dans cette démarche. Amazit Boukhalifa, faire des déclarations aussi graves et se présenter par la suite en Algérie? Non, on ne peut pas dire qu'il a cherché, qu'il a voulu aller en prison, mais c'est une provocation, et ça, nul n'en doute. C'est une provocation parce que il y a de deux choses l'une. Soit il a fait l'âne, soit il a voulu pour prendre du foin, soit il ne sait vraiment pas de quoi il parle. En ce qui concerne cette frontière ouest, qui turlupine tant les Français, qui pourtant, lorsqu'ils sont arrivés en 1830, et quand ils ont commencé la conquête vers l'ouest, ils sont arrivés à Oujda, parce que Oujda était une ville algérienne à l'époque, qui a été offerte par la France au Maroc.
Ils sont arrivés à l'Est, ils sont arrivés à la Megerda, ils se sont arrêtés. C'était les frontières connues et reconnues. Des frontières qui avaient été bien auparavant et qui n'ont pas été tracées. Elles ont été tracées par la résistance des Algériens. Que ce soit à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, c'est la résistance qui a tracé ces frontières. Donc, c'est de la rigolade que de dire que l'émir Abdelkader était un Marocain. Donc, ces propos ne sont basés sur aucune vérité historique. Non, il y a provocation. Il y a provocation, comme vient de le dire Kamel, il y a provocation à partir du moment où il savait où il mettait les pieds. Oui. Il savait quelle allait être la réaction des Algériens, parce que là, ce n'est pas une opinion qu'il a émise, ce n'est pas un avis sur quelque chose, sur une politique, sur un homme politique, ou autre. C'est sur les fondements même de ce pays. C'est-à-dire quelque chose qui est sacré. Il s'était attaqué à un moment dans un de ses livres, dans le village de l'Allemand, oui. Il s'était attaqué au symbole de la Révolution. À un symbole extraordinaire, intouchable, qui est l'armée de libération nationale. Oui. N'en déplaise à tous ceux qui nous traitent, chercheurs en histoire, de décolonisateurs. Oui, je suis décolonisateur. Oui, parce que je me rends compte. En 2024, les réactions dans l'ancien pays colonisateur, je me rends compte qu'il y a un travail à faire pour décoloniser cette histoire. Il faut que, et j'ai l'impression qu'il y a encore dans la France politique, je ne généralise pas, je ne parle pas. Il y a des intellectuels qui savent très bien ce qui se passe. Et ben, justement, parmi ces intellectuels, parmi ces historiens, il y a Benjamin Stora, qui a reproché à Sonsal d'avoir blessé le sentiment national algérien. Je vous propose d'écouter son intervention. Je voudrais simplement dire un mot par rapport à ce qu'explique Boualem Sansal sur la question de l'Ouest algérien. Oui, c'est important. Dans le détail, bien sûr. C'est très important parce qu'il y a deux faits historiques qu'il a oubliés. La première, c'est que dans l'Ouest algérien, c'est l'émir Abdelkader qui a levé l'étendard contre la France. C'est le héros national en Algérie. L'émir Abdelkader, qui est de Mascara. Et donc dire que c'est rien, c'est quand même extraordinaire. Mais je vais aller plus loin. C'est que celui qui a inventé le mouvement national algérien, entre autres, avec d'autres, il s'appelle Messali El Hadj. Il est né à Tlemcen. Tlemcen, c'est à la frontière avec le Maroc. Et c'est lui qui va porter l'idée nationale algérienne. Et on nous dit que c'est pas important. C'est un petit bout d'histoire qui ne représente rien. Mais imaginez ce que ça représente pour les Algériens. C'est pas possible. Vous voyez, c'est des choses historiquement qui blessent le sentiment national. Donc Benjamin Stora s'exprime sur le sujet, il donne des exemples saisissants. Jacques-Marie Bourget. C'est cette histoire Sansal dans un contexte global. Il y a un Américain assez obscur, un chercheur américain, qui a inventé le concept de guerre sans balle et sans fusil. Il s'appelle Sharp. Et c'est ce qu'a fait Flores avec le Irak, avec tous les mouvements des printemps arabes, etc., qui étaient commandités par les États-Unis, l'Occident, le pacte atlantique et tout ce qu'on veut. Et là, ces intellectuels, ou soi-disant intellectuels, quel est leur but? Ce sont des soldats sans uniforme qui sont chargés d'arriver à un morcellement des territoires, à une explosion des territoires, à pousser les minorités ethniques les unes contre les autres. C'était la théorie des néoconservateurs américains. Et on arrive comme ça à obtenir des catastrophes, par exemple la Libye, sans tirer, enfin pas en Libye on a tiré des coups de fusil, mais on peut arriver à des monstruosités historiques, territoriales et humaines sans avoir tiré une seule balle, avec simplement des concepts, des idées acquises. Bon, si on prend aujourd'hui 2 secondes l'exemple de ce qui se passe en Palestine, si on reprend toute la totalité des mythes qui ont été inventés depuis un siècle, complètement créés, et qui font que Israël apparaît comme établi, tombé du ciel, on est avec des gens qui ne font pas seulement les clowns, on est avec des gens qui sont en mission. Alors je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison, je dis que ce n'est pas du tout des pitres, c'est des gens qui ont
un agenda, qui ont une feuille de route, et il faut les écouter, il faut les lire, et c'est très important, voir où ils veulent en venir et qui les dirige. C'est une sorte de propagande qui est justement dirigée contre l'Algérie, Amazita Boukhalifa. Oui, absolument, c'est dirigé contre l'Algérie, mais c'est que il y a une espèce de conjonction de faits, de propos, de pression, et ce n'est pas innocent tout cela. Il y a derrière tout cela une stratégie. Qui est l'horloger de cette stratégie, je ne saurais le dire. N'étant pas expert, n'ayant pas tous les éléments en main. Oui. Mais il est certain que l'ancien colonisateur, l'ancienne puissance colonisatrice n'est pas étrangère. Et on trouvera et on trouve dans tout ce genre de propos, dans tout ce genre de démarches, les empreintes digitales de l'ancien colonisateur. Ce n'est pas un hasard. Si, comme par hasard, l'ensemble de la classe politique se lève comme un seul homme, comme en 1956, pour les pouvoirs spéciaux. Tout le monde vote les pouvoirs spéciaux. Tout le monde. Et puis, ça met d'accord toute la France, la droite, la gauche, le centre. Des journalistes qui étaient réputés de gauche traitent l'Algérie de pays voyous, non pas d'État ou de système ou de pays, c'est-à-dire c'est toute l'Algérie. Et je crois qu'il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose, on se rend compte que qu'en France, il y a encore une très grande partie de la population, je ne saurais dire le pourcentage, qui n'est pas consciente que ce pays est indépendant depuis 1962. Oui. Que ce pays, il y a des lois dans ce pays. Que eux aussi, c'est-à-dire que les diplomates, sont invités à les respecter. Monsieur Sansal a été arrêté en tant qu'Algérien, même s'il a été sacré, parce que c'est un sacre, il a été sacré français par le président de la République. C'est sur décision du président de la République que M. Sansal a été sacré français. On en a fait un français. Imaginez un seul instant que le président Tebboune prenne un citoyen français et qu'il en fasse d'ici un Algérien. Mais où est-ce qu'on va comme ça? Oui. Où allons-nous comme ça? Alors, justement, je m'adresse à professeur Filali, Kamel Filali. Le fait de conspirer avec des parties étrangères pour déstabiliser l'Algérie relève de la haute trahison, disons-le. Certainement, oui. Mais je reviendrai vers l'article 87 parce que vous m'aviez posé une question et je n'ai pas eu suffisamment de temps pour terminer. Donc l'article 87, ce n'est pas une nouveauté. Il existe depuis 1965 et il a connu des évolutions qui ont tenu compte de l'évolution de l'État algérien. Et par conséquent, l'Algérie s'est dotée d'un arsenal juridique qui permet de justement neutraliser des individus qui éventuellement porteraient atteinte à son intégrité nationale et qui aussi seraient donc poursuivis pour haute trahison. Il y a eu beaucoup d'évolutions et l'Algérie a tenu compte aussi de procéder à adapter toutes ces lois par rapport aux conventions internationales, notamment celles des droits de l'homme qui ont été donc ratifiées par notre pays et pour lesquelles l'Algérie a des obligations. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que en arrivant chez nous, les mécanismes du droit sont déclenchés. Il y a eu une procédure, il y a eu donc une arrestation, il y a eu une présentation, et à ce jour, je crois qu'après la présentation auprès du procureur et qu'il ait été mis en détention, il y a eu un appel d'une équipe d'avocats au niveau d'Alger pour donc exercer un recours contre la détention de Boualem Sansal.
Et donc, ce sont tous ces mécanismes qui vont se suivre, et il faut maintenant attendre la décision de la chambre d'accusation, parce que le recours se fait auprès de la chambre d'accusation et elle a un délai pour répondre, et par conséquent, nous sommes dans le principe de l'état de droit et surtout celui du procès équitable. Et chose qui est certaine, c'est que la loi accorde toute la protection aux personnes présumées, et la personne est présumée innocente jusqu'à la preuve de sa culpabilité, et par conséquent nous sommes dans une procédure qui protège même les personnes qui ont commis, les personnes auteurs par exemple d'infractions graves telles que l'infraction dont on a parlé d'une atteinte à l'intégrité nationale, oui. Et cela ne peut pas passer. Donc il a été justement présenté conformément au droit algérien et conformément aussi aux directives qu'on retrouve dans le pacte international sur les droits politiques et sur les droits civils et politiques de 1966. Et pour information, on pourrait même retrouver le procès équitable dans l'article 6 de la Convention européenne, que justement les Européens saisissent, que les Européens utilisent justement pour dire que voilà, nous sommes donc du côté de l'état de droit, etc. Et il y a des exemples récents, par exemple, un joueur algérien de l'équipe nationale algérienne, oui, à Nice, n'a fait que tweeter un soutien donc à ce qu'il croyait être la justice. Oui. Et il est passé par toutes les misères administrative et judiciaire, et personne n'est venu réclamer quoi que ce soit. Oui. Quoi que ce soit, et par conséquent, Boualem Sansal n'est pas dans une liberté d'expression, il était dans une espèce de négationnisme, une espèce de rejet, de déni de l'histoire. Et pour cela, pour cette atteinte à l'intégrité nationale, pour cette atteinte aux émotions des Algériens, pour cette atteinte justement à ce qui constitue aujourd'hui la fierté de l'Algérie, à savoir notre territoire et le peuple algérien qui réagit à chaque coup pour justement pallier à ce type d'agressions qui nous viennent d'ailleurs, mais des agressions, je dirais, qui ont été peut-être préparées. Nous n'avons pas encore tous les éléments, oui, mais il y a donc une logique qu'on pourrait, si on avait le temps, pour justement mettre les morceaux ensemble et arriver à ce type d'agression programmée contre le territoire algérien, contre l'État algérien, contre la stabilité algérienne et contre le bien-être des Algériens, puisque nous nous engageons dans une nouvelle Algérie et nous nous engageons dans une voie de développement. Alors le dossier reste bien entendu à suivre, Kamel Bensari. Kamel Filali me tend la perche en évoquant les développements en France et ce qui se passe. Il a cité donc le cas de ce footballeur Youssef Attal qui avait affiché son soutien au peuple palestinien et qui a été condamné par la justice française. Donc, ça, pour les personnes qui sont célèbres, il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas. On a vu ce qui se passait sur TikTok, combien de personnes qui avaient justement pris le drapeau palestinien ont été poursuivis. On a vu les supporters du Paris Saint-Germain, donc ils ont étalé le tifo sur la Palestine, le drapeau de la Palestine, le soutien à la Palestine. Tous ont été poursuivis en justice. La France, on a l'impression que l'Élysée ou le Quai d'Orsay en France, ce sont des antennes d'Israël. Oui. Mais alors, pour répondre à ce qu'a dit Boukhalifa à propos de cette orchestration, il y a un chef d'orchestre qui était les guides. Il a suffi que le CRIF s'oppose, donne le holà, c'est que tout le monde suit. Donc oui, le CRIF, c'est le tweet du CRIF. Le CRIF, oui, le CRIF, c'est quoi? Il est au-dessus de tout le monde, comme dit Dieudonné, c'est au-dessus du soleil. Donc, et pour parler des cas, on peut évoquer Dieudonné, donc Dieudonné qui a remis en cause, enfin par l'humour simplement, pas par des actes politiques. L'humoriste français Dieudonné est en train aujourd'hui, il a subi de la foudre parce qu'il a soutenu la Palestine, parce qu'il a dénoncé le colonialisme, les colons juifs israéliens.
Donc il s'est retrouvé dans une spirale incroyable de haine il a subi toutes les foudres. On revient aussi au cas de Kémy Séba, donc il est panafricaniste, d'origine béninoise, parce qu'il a dénoncé la colonisation française. Il s'est retrouvé déchu de sa nationalité. Ce n'est pas quelqu'un qui a prôné la violence, ce n'est pas quelqu'un qui a été terroriste. Déchu de sa nationalité, récemment, il a été arrêté en tant que Béninois. Il est étranger par les services secrets français. Ils l'ont mis en détention. Alors vous voyez, l'état de droit dont il parle n'existe pas. Donc il est destiné simplement à une certaine catégorie. Donc pour revenir au discours tenu par Sansal, s'agissant de ce que ce soit des frontières, il faut lui rappeler que même les Marocains n'ont jamais remis en cause cette histoire, enfin les frontières. Ils les ont ratifiées comme on les a ratifiées en 72. Enfin, signé en 72 et ratifié en 73. Les Marocains l'ont signé en 73. Ils les ont ratifiés en 92 après l'accord avec le Polisario. Donc ce dossier-là est clos. Ils utilisent des intellectuels pour le dire. Lui, il fait partie de ces écrivains. Il fallait voir aujourd'hui la une de Charlie Hebdo. Oui. Que disait Charlie Hebdo? Reprenez vos imams et rendez-nous vos écrivains. C'est-à-dire c'est eux qui décident qui sont les écrivains, qui les arrangent. Et lui, il fait partie, Sansal fait partie autant que Daoud dans cette lignée et dans ce moule qui fait en sorte à raviver quoi? Non seulement la peur, l'islamophobie, mais il nourrit le discours de l'extrême droite qui était en Algérie. On voit aujourd'hui que les descendants ou les héritiers de Jean-Marie Le Pen redoublent de férocité et reviennent pour eux, c'est-à-dire ils font peur aux Français. Cette maxime qu'ils ont inventée, l'algérianisation de la France ou la France algérienne. Donc c'est pour dire que ce sont de tous les immigrés, de toutes les communautés qui existent en France, il n'y a que la communauté algérienne, de surcroît musulmane, qui intéresse, qui est ciblée par cette extrême droite. Alors que le problème de l'immigration n'est pas réductible aux Algériens, le problème de la laïcité posée par-ci par-là n'est pas réductible qu'aux musulmans, mais finalement la France raciste et la France de l'extrême droite fait que l'immigration c'est l'Algérie et l'islamophobie c'est les musulmans algériens. Jacques-Marie Bourget, on va justement vous poser la question, comment expliquer ces évolutions, la France qui s'enfonce dans son approche de deux poids deux mesures? La France en général est en train d'oublier la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que quand on reconnaît que M. Netanyahou finalement il peut venir à Paris jouer aux boules, c'est une ignominie, on a envie de rendre son passeport, c'est honteux. Je veux dire, Macron a mis la France sous la guillotine, c'est absolument un cataclysme, c'est épouvantable. Mais moi, pour parler de ce que je connais, puisqu'on parle bien de ce qu'on connaît, derrière moi il y a la photo de mon beau-père qui a été assassiné par l'armée française après torture en Kabylie pendant la guerre d'Algérie. Moi, j'ai reçu une balle dans le poumon à Ramallah que les Israéliens ont tenté de m'assassiner. C'était une tentative volontaire d'assassinat. Je suis journaliste, je suis aussi écrivain. Comme M. Sansal, il n'y a pas un intellectuel, pas un, ou même quelques confrères, à part quelques confrères qui ont levé un œil ou une oreille pour prendre en défense et dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a voulu assassiner un journaliste. Assassiner, c'est grave, c'est à mon avis même plus grave qu'être en prison, parce qu'en prison on peut en sortir, l'assassinat on n'en sort pas. Donc si vous voulez, j'en reviens à mon avis, c'est pas du complotisme, mais il y a une véritable stratégie, comme les États-Unis ont une stratégie en Ukraine qui avait été définie par M. Brzezinski il y a fort longtemps, ça se déroule maintenant. Et il y a un plan qui est établi pour mener à bien ce plan. La théorie de Sharp, il faut un certain nombre de perroquets qui répètent un certain nombre de bits, de théories, de mensonges. Et une fois encore, je trouve qu'un homme est mieux dehors, libre, qu'en prison. Je ne veux pas dire que la prison, c'est quelque chose de bien. Là-dessus, je suis catégorique. En revanche, je veux dire, les mots tuent, les mots sont graves, il faut savoir comment on les prononce, on ne peut pas jouer n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quelquefois, si on reçoit une sanction, faut l'assumer. C'est-à-dire que c'est absolument terrible cette histoire. Et en France,
ça fait une sorte de ciment stupide et horrible autour de Sansal ou de Daoud, qui sont complètement liés à l'extrême droite, qui font des opérations qui bénéficient à l'extrême droite. Et bien, ces gens-là ont réussi à unir, pas tout un peuple, mais un certain nombre de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres autour de leur cas personnel. C'est absolument une réussite totale. C'est à pleurer, cette histoire. Oui, alors face à cette véritable machination dont vous parlez, il y a, heureusement, on peut retenir les voix de la raison. Hein. Il y a, par exemple, une députée de la gauche qui a appelé la France à balayer d'abord devant sa porte. Elle a rappelé justement que l'indignation ne doit pas être à géométrie variable, Amazit Boukhalifa. Oui, absolument. C'est-à-dire que nous vivons... C'est à peine croyable. Ces attaques viennent d'un pays qui, depuis 1 an, assiste sans piper mot à la mort, a assisté à la mort de 45 000 Palestiniens, dont 17 000 enfants, des centaines de milliers de blessés, les bombardements du Liban, du sud du Liban, de Beyrouth même. Et tout cela, ensuite, on va en croisade parce qu'un ressortissant d'un pays étranger est attaqué, est arrêté pour avoir, c'est-à-dire ce n'est même pas du négationnisme, c'est-à-dire pour avoir sapé les fondements même de l'Algérie et de tout ce qui fait notre fierté, c'est-à-dire notre pays. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas 2 poids 2 mesures, je ne sais pas, c'est inqualifiable. Oui. Franchement, je ne Et cet intellectuel est d'autant plus soutenu par un lobby sioniste. Intellectuel, avoir écrit quelques livres. Bon, je n'ai pas à parler de ces livres, je n'ai pas de... Même si j'ai une opinion bien arrêtée, l'émission n'est pas une émission littéraire. C'est très intéressant d'ailleurs de faire une émission littéraire et de parler de tous ces livres et de leur dénominateur commun. Cela est une autre affaire. Je crois que il est temps d'appeler ces défenseurs de ces pseudo-intellectuels ou de ces intellectuels, ayant la largesse d'esprit de leur accorder cela, mais il est temps de leur dire bon, que il y a, je vous assure que pour avoir fait partie d'un jury pour le prix La Sejbar en Algérie, je vous assure que des livres comme ceux de M. Sansal, il y en a tous les ans, mais alors tous les ans, et des dizaines, et infiniment mieux écrits et plus pertinents. Alors, en parlant du soutien accordé, permettez-moi, Kamal Mansari, soutien accordé par le lobby sioniste à Boualem Sansal, nous allons justement écouter René Naba, qui est journaliste et écrivain. Il s'est exprimé lui aussi sur cette affaire. Il évoque justement les soutiens de Sansal en France et les raisons de son alignement sur les thèses sionistes. Mais pas qu'est-ce que nous suggère la réaction française. Il faut se mettre du côté des Algériens. Les Occidentaux n'adoutent que les gens qui servent leurs intérêts, qui justifient leurs préjugés. Pour Boualem Sansal est pas pareil. Moi, je veux bien être critique à l'égard de mon pays, mais quand je crache sur le loup, j'ai pas le temps de retourner dans la gueule du loup. Pourquoi Boualem Sansal, qui a craché, qui a fait vanter les qualités du Maroc, retourne dans son pays? Il doit savoir qu'il a une interpellation qui doit être en fonction de la législation en vigueur dans son pays. Tu ne peux pas mettre ta main sur le feu, elle brûle et t'es étonné que ta main brûle. Boualem Sansal, c'est qui? Tu pises en quoi il est grand? On peut être grand, critiquer son pays à l'intérieur de son pays, dans l'intérêt de son pays. Kamal Mansari, pour réagir à ces... Oui, mais on peut en parler, parce que pour rebondir ce qu'a dit Boukhalifa à propos de ces livres, il faut lire le Village de l'Allemand. Il est question de quoi dans le Village de l'Allemand? De démontrer que le FLN ou que l'ALN est une armée nazie.
Parce qu'il lui, il tisse une histoire. D'ailleurs, il s'est trompé même du nom du village, y compris de la localisation du village dont il parle, ce qui signifie qu'il ne connaissait même pas la géographie du pays. Donc il s'est trompé, comme Daoud s'est trompé dans beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de bourdes dans son livre. Donc, le village de l'Allemand, il est question de quoi? De démontrer que l'ALN est une armée de nazis. Oui. Et quand on dit une armée de nazis, c'est une armée antisémite. Donc c'est une armée, c'est une révolution faite contre les juifs. Oui. Comme si cette révolution, les 132 ans de colonialisme, les Algériens se sont levés un jour, ont décidé de chasser les juifs. Oui. Donc c'est ça l'idée. Et c'est le discours qui est adoubé par l'establishment en France, notamment l'establishment, le milieu sioniste. Oui. Ce qui lui a valu une visite en Israël, Jérusalem, et une kippa sur la tête. Donc lui, il fait quoi? C'est quelqu'un qui remue le tisonnier, dans la flamme de la haine et de l'anti-algérien, du racisme anti-algérien. C'est cette base-là intellectuelle, ces fondements intellectuels et sur ce registre. Et ça fait de lui, il fait partie de ces intellectuels, entre guillemets, qui favorisent la haine, qui favorisent la discorde et qui ne sont pas là pour justement pour fabriquer quelque chose de littéraire d'intéressant, mais de fabriquer un discours anti-algérien et justement qui fait le lit du racisme et du sionisme. Donc il est dans une démarche. Et cette démarche-là, aujourd'hui, est devenue consacrée en France, que ce soit par lui, par Kamel Daoud ou toute autre personne qui sait pertinemment que pour percer en France, il faut passer par ce discours-là, ce discours anti-algérien, anti-musulman, pro-israélien, pro-sioniste. C'est ça ce qui fonctionne en France, et toute autre voie ou tout autre discours qui ne cadre pas dans ce moule, il est écarté, honni et plus que jamais démoli. Oui. Et c'est ça qu'on voit, la liberté d'expression à géométrie variable en France, elle se distingue par ses actes. Lorsque quelqu'un remet en cause, comme l'a souligné Boukhalifa, la question palestinienne, les massacres et tout, non, ce ne sont pas des massacres. Et le pire aujourd'hui, cet état de droit, la France qui s'autoproclame état de droit et qui respecte la légalité internationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le droit, elle donne une immunité à Netanyahou, condamné par la communauté internationale et par le CPI. Donc on est face à un pays qui n'a ni... On a presque envie de dire que c'est une république bananière. Oui. Si on ne respecte pas les lois et on les bafoue de la sorte, et on construit, on maintient toute une population autour d'un discours de raciste, c'est qu'on n'a plus rien à démontrer, à présenter à l'humanité. C'est-à-dire sur le plan intellectuel et de la pensée, on a l'impression que la France n'a rien à donner au monde, à l'humanité, à part ce discours de racisme, de lutte, de haine contre les migrants. Le migrant c'est la menace, le musulman c'est la menace, la France va s'algérianiser. C'est ça qu'on entend en France. Sur le plan de la pensée, la France est vide. Et le pire, c'est qu'en sens, elle adoube et elle encourage. Non, ils jouent le jeu. Quand ces gens-là sont conscients, ils savent que c'est le terrain pour s'enrichir ou devenir célèbre. Il n'y a que ce terrain-là qui est favorable, favorisé et encouragé en France. Donc nous sommes face à des personnes qui le font sciemment. Tous leurs propos sont minutieusement analysés. Et vous savez comment ça se passe dans les émissions. On ne peut pas parler comme ça. Il y a une feuille de route. Donc le discours qui est dit dans une émission, il est préparé, surtout en France, parce qu'on ne laissera jamais quelqu'un parler ou s'exprimer en dehors du cadre imparti et désigné. Donc, aller tenir ces propos-là sur le média Frontières qui est d'extrême droite et raciste et pro-sioniste, il sait où il va, il sait ce qu'il va dire, il le fait sciemment. Donc, en s'attaquant à l'Algérie sur la question du Frontières, il le fait délibérément et non pas oublier qu'il n'est pas seulement écrivain, mais qu'il a été un commis de l'État, il est un responsable. Directeur général, ce n'est pas rien, donc il sait ce qu'il fait, il le fait sciemment, et en le faisant sciemment, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement assumer ses propos. Donc c'est... s'il vous plaît. Monsieur Hamadi, juste c'est un hasard aussi, c'est dans Meursault contre enquête. Oui. Kamel Daoud donne un nom, donc Moussa, le personnage s'appelle Moussa. Oui.
Et son frère qui raconte l'histoire s'appelle Aaron. C'est Moïse et Aaron. Est-ce que c'était un hasard, cet appel du pied? Est-ce que c'était un hasard? Et c'est-à-dire que ce type qui a été tué, cet arabe, cet étranger qui a été tué, ce serait un juif. C'est-à-dire c'est encore un signe. Et on trouve une espèce d'analogie dans les œuvres, dans ces œuvres qui aujourd'hui sont très appréciées en France. Si vous lisez Houri, le mot mouton, égorgé, haïd, etc. revient en permanence. Oui. Donc il y a un discours religieux qui est... Il y a un soubassement commun, c'est-à-dire il y a une connaissance parfaite des auteurs. Ils connaissent parfaitement ce que le lecteur français veut. Exact, tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il y a une parfaite connaissance du lecteur français et de ce que veut l'opinion, disons, de droite française, particulièrement de droite, mais pas que. Professeur Filali, vous voulez peut-être réagir sur cette influence grandissante du lobby sioniste qu'on constate de plus en plus en France? Depuis déjà un certain temps, et pratiquement depuis le 8 octobre 2023, et avec les événements et les évolutions qu'on a connues, donc le lobby sioniste, les Français qui se sont alignés, du moins l'État français s'est aligné complètement et à 100% derrière Israël, et donc fournit des armes, fournit aussi des experts, etc. Donc nous sommes devant une haine déclarée, une haine qui est visible, une haine qui est donc là pour justement détruire et casser de l'Algérien, du musulman, etc. Et c'est ce qui se fait, notamment par le biais des lois qui ont donc interdit toute possibilité de s'exprimer sur le sujet autrement qu'en faveur des sionistes. Donc la culture sioniste, le CRIF par exemple en France, l'AIPAC aux États-Unis, c'est leur travail, c'est de fournir donc les moyens financiers, c'est de fournir donc la littérature qu'il faut, et c'est de soutenir aussi des énergumènes qui accepteraient de jouer le rôle je dirais un rôle de massacreur, intellectuel au service d'une certaine pensée sioniste. Il y a aussi le fait que chez nous, par exemple ici en Algérie, il faudrait que les Français et les Européens comprennent une fois pour toutes qu'on n'est plus dans une étape coloniale, qu'on est donc un peuple indépendant, un État indépendant et surtout souverain, et que nous avons des lois, et que ces lois, des procédures se déclenchent, des mécanismes se déclenchent conformément à ce qui a été prévu pour justement barrer la route à quiconque oserait, parce que là nous sommes devant, l'émission porte bien le titre, c'est la provocation de trop. Nous sommes dans une provocation de trop, dans le sens où Boualem Sansal a pensé que l'acquisition de la nationalité française lui donnerait l'immunité chez nous. Et par conséquent, les poursuites sont des poursuites tout à fait justes. Légitime. Et il est devant un système judiciaire indépendant et à qui je fais personnellement confiance, dans le sens où j'ai quand même 33 années de pratique au niveau des tribunaux et des cours, et par conséquent on est fiers de notre système et on est fiers de nos résultats, et on est surtout fiers que notre loi protège tout le monde.
Eh bien, merci Kamel Filali pour cet éclairage. Je remercie donc tous mes invités d'avoir participé à ce débat. Était avec nous dans Kamazit Boukhalfa. Merci. Kamel Mensari. Et depuis Paris, Jacques-Marie Bourget, merci d'avoir participé J'aurais voulu dire un petit mot. Ce débat. En 2 mots, allez-y. Eh bien, il y a un homme qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah qui est en prison en France depuis 40 années. Oui. Et il est toujours en prison. Donc voilà pour la patrie des libertés. Comme quoi, il y a encore des délits, ou plutôt des prisonniers politiques en France. Merci, messieurs. Merci donc, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Très bonne soirée.